Donc, on compte sur nos collègues de médecine nucléaire et radiologues pour nous permettre d'optimiser nos gestes. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la partie chirurgicale. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. On peut peut-être enchaîner avec Ouais. le docteur Quack. Comment je fais? J'arrête le partage. Arrêter. Et ouais, c'est sûr. Ouais. Par contre, j'ai perdu. Ah oui. En mode partage. J'ai pas de son, j'entends personne. Si, enfin, Je pense que t'as pas. on vous entend, mon Quack. Non, t'es pas partagé, c'est pour ça. Ouais, je vais partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends pas très bien, Oui, Monsieur oui. Betancourt. Oui, c'est Oui, bon? c'est moi qui vous entends très bien. Ok, je vais partager mon écran. Entendu. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Merci. Parfait. Donc merci Audrey pour l'introduction de cette présentation. Donc effectivement, donc je suis médecin nucléaire et je vais vous parler de la scintigraphie comparée à la TEP à la choline dans la prise en charge chirurgicale de l'hyperparathyroïdie primaire. Donc premièrement, alors oui, c'est bon. Donc, premièrement, pour les médecins nucléaires connectés à cette webinaire, je pense que vous reconnaissez probablement tous ce sentiment de satisfaction quand on ouvre un examen TEP-choline réalisé en deuxième ligne et qu'on visualise très clairement l'adénome parathyroïdien qui n'avait pas été visualisé lors du bilan conventionnel. Donc, en général, c'est l'échographie cervicale et la scintigraphie au MIBI. Et donc là, j'ai un cas pour illustrer ceci. Donc, le cas d'un homme de 79 ans avec une hyperparathyroïdie primaire symptomatique et un bilan conventionnel négatif. Donc, à gauche, vous avez l'image MIP de la TEP choline. Donc, ça saute au jeu, hein, cet adénome parathyroïdien intensement hyperfixant. Et ça correspond aussi parfaitement à l'adénome qui a été retrouvé lors de la chirurgie. Donc, depuis la découverte fortuite, finalement, de l'hyperfixation intense des adénoparathyroïdiens à la TEP choline, il y a une dizaine d'années, donc sa valeur comme modalité de deuxième ligne a été largement démontrée, je pense, dans un bon nombre d'études. Donc, je vous montre brièvement donc l'étude Apache 1 aussi. Après, je vais présenter notre étude Apache 2, comme ça, vous savez qu'il y a eu donc avant Apache 2, il y a eu Apache 1. Et donc, on avait publié cette étude prospective bicentrique de phase 2 sur 25 patients avec un scintigraphie négative. Et finalement, cette étude montrait que sur ces 25 patients, on pouvait rattraper un bon nombre de cas et donc proposer plutôt une chirurgie TEP guidée chez 22 patients, donc 22 patients avec une imagerie positive, dont 17 étaient mini-invasives. Donc, la majorité des patients étaient guéris après cette geste et on avait trouvé une sensibilité et valeur positive prédictive très élevée pour la TEP choline. Donc, il y a eu un bon nombre de groupes qui ont publié leurs résultats. On n'a certainement pas été les seuls. Et donc, je pense que cette étude résume bien tout ce qui a été publié jusque-là. Donc, c'est une grande méta-analyse de réseau sur presque 8500 patients qui ont été inclus dans 119 études comparatives. Donc, c'est pas uniquement TEP choline versus Scintigraphy, mais c'est TEP choline versus toutes les autres modalités d'imagerie imaginables. Hein. Donc, en haut des graphes, vous voyez la TEP choline, mais aussi
donc la méthionine PET-CT, les 2 tripes de scintigraphie, et l'échographie cervicale, le scanner et l'IRM. Et donc, cette étude montre très bien que finalement, quand on compare tout ça, on voit que la TEP-choline paraît la modalité d'imagerie le plus sensible pour localiser l'adénoparathyroïdien à l'échelle du patient, ici à gauche, et aussi à l'échelle de la lésion. Donc, de ces résultats découle bien évidemment la question suivante. Est-ce que la TEP-choline remplacera finalement ce bilan conventionnel? Et donc là, je cite cette étude cet article de revue où finalement les auteurs se posent la question du protocole habituel qu'on fait actuellement. Donc, c'est d'abord faire l'échographie cervicale, la scintigraphie, et quand on a des résultats discordants ou négatifs, on passe à la TEP-choline. Et quand c'est positif, on fait la chirurgie mini-invasive. Et quand c'est négatif, on pourrait éventuellement être amené de faire un scanner injecté. Et est-ce qu'on n'est pas mieux finalement de remplacer tout ça par la TEP-choline en première intention et en cas de résultats positifs, d'aller à la chirurgie mini-invasive et en cas de résultats négatifs, éventuellement ajouter le scanner injecté. Et finalement, de passer à un modèle, on va dire, moderne, one-stop shop imaging. Donc, l'étude à page 2 que je vais vous présenter maintenant vise justement à répondre à cette question. Est-ce qu'on peut mettre la TEP à la choline en première ligne? Donc, l'étude à page 2, c'est une étude où on a comparé en étude randomisée de phase 3 multicentrique la scinti au MIBI à la TEP à la choline, donc pour la localisation préopératoire d'adénoparathyroïdien. Donc, on a uniquement inclus des patients avec une hyperparathyroïdie primaire. Et donc, cette étude est un travail collectif entre médecins nucléaires, chirurgiens ORL et endocrinologues de Caen, de Brest et de Rennes. Donc, le contexte, c'est donc, je pense que j'ai pas trop besoin de répéter, mais la localisation précise par imagerie de l'adénoparathyroïdien est un prérequis avant le geste chirurgical, de préférence donc en ambulatoire. Donc, la chirurgie mini-invasive permet de meilleurs résultats en termes de guérison et de complications. Et donc, ça a déjà été dit, avec une durée de chirurgie et aussi une durée de séjour à l'hôpital plus courte par rapport à une exploration cervicale bilatérale. Et donc, il paraît que donc, la TEP est plus performante que la scintigraphie. Par contre, la TEP est quand même moins disponible. C'est un examen plus coûteux. Mais bon, j'ai mis ça en italique. C'était jusqu'à très récemment sans AMM pour cette indication. Et donc, l'objectif principal de notre étude était de comparer les proportions de patients pour lesquels l'imagerie de première ligne permettait d'effectuer une chirurgie mini-invasive à bon escient avec guérison du patient. Donc, le schéma de l'étude, c'était donc de randomiser 1 à 1 les patients avec une hyperparathyroïdie primaire, soit vers la TEP à la choline en première intention, soit vers la scintigraphie en première intention. En cas de résultat d'imagerie en première ligne positive, le patient bénéficiait d'une chirurgie. Et en cas de résultat négatif, il y avait une crossover et donc le patient passait l'autre modalité d'imagerie et de toute façon une chirurgie à la fin. Donc, dans le cadre de cette étude, on a surveillé les patients à 1 et à 6 mois avec prise de sang et clinique. La guérison était définie comme la normalisation de la calcémie à 1 mois et puis on a surveillé aussi la sécurité de nos actes et les éventuelles complications. Donc, les critères d'inclusion, je vais y passer vite, c'était des patients adultes avec hyperpara primaire, sans antécédent de chirurgie des parathyroïdes au préalable et sans syndrome de NEM1. Donc, au total, on avait inclus 59 patients et il y avait après 57 patients randomisables. Donc, il y en a 28 dans le bras MIBI en première intention, 29 dans le bras TEP en première intention. Pour les patients qui ont eu une MIBI en première intention, il y en a 10 qui ont eu une TEP en deuxième ligne.
en deuxième ligne et 6 MIBI en deuxième ligne. Et puis au total, on a pour l'objectif principal de l'étude 25 patients dans le bras MIBI en première intention et 27 dans le bras TEP en première intention. Donc là aussi, très brièvement, pour les caractéristiques des patients, il n'y avait pas de différence significative. Donc finalement, les résultats, l'imagerie de première ligne. Donc l'imagerie de première ligne positive. Donc tout ce qui est orange concerne la scintille MIBI en première intention et tout ce qui est bleu concerne la TEP choline en première intention. Et donc là, vous voyez que la TEP était positive chez 24 patients versus 18 patients pour la scintille. Et donc, il y a 16 patients dans le bras scintille qui ont bénéficié d'une chirurgie mini-invasive et 23 patients pour le bras TEP. Donc, à droite, vous voyez l'objectif principal de l'étude. Donc, une chirurgie mini-invasive à bon escient avec guérison du patient à la fin. Et donc, là, on a trouvé une différence significative. Donc, la TEP amène 85% des patients vers une chirurgie MIP, puis la guérison, versus 56% pour la scintille MIBI. Donc, juste quelques images de la TEP en première intention des patients inclus dans cette étude. Donc là, par exemple, vous voyez les images d'une femme de 52 ans avec un adénome parathyroïdien vraiment très clairement visible en inférieur gauche de 11 mm. Donc, elle a pu bénéficier d'une chirurgie mini-invasive suivie d'une guérison. Donc là, une autre patiente, 73 ans, connue pour une goitre. Et donc là aussi, clairement, on voit l'adénome parathyroïdien inférieur droit de 24 mm, là sur les coupes transversales. Et là, une jeune patiente de 22 ans avec un adénome parathyroïdien supérieur gauche, un peu moins fixant que les autres, mais bien visible quand même, surtout sur les coupes sagittales. Donc là aussi, un vrai positif de 6 x 10 mm. Et donc, elle aussi a pu bénéficier d'une chirurgie mini-invasive suivie d'une guérison. Donc, quand on regarde les performances diagnostiques de chaque modalité d'imagerie de première ligne, on voit que la TEP choline a une meilleure sensibilité, valeur prédictive négative et une précision diagnostique qui est supérieure à celle de la scintigraphie au MIBI. Et donc, en d'autres termes, donc la TEP détecte plus de foyers, mais elle génère aussi un peu plus de résultats faux positifs, alors que la MIBI en première intention détecte moins de foyers, mais dans cette étude, ils étaient tous vrais positifs. Donc, ce sont des résultats plutôt descriptifs de l'imagerie de seconde ligne. Donc, rappelez-vous, il y avait 29 patients dans le bras TEP en première intention, dont 6 avaient une TEP négative et qui ont passé donc la scintigraphie. Et donc, il n'y en avait que 2 positifs. Donc, 2 scintilles en deuxième intention positifs. Par contre, la chirurgie imagerie guidée était vrai positif. Les autres 4 patients ont bénéficié d'une exploration cervicale bilatérale où l'adénome a été retrouvé. Et donc, l'ensemble des patients a été guéri. Donc, sur les 28 patients avec une scintigraphie au MIBI en première intention, il y avait 10 examens négatifs. Et donc, la TEP en deuxième intention montrait 8 examens positifs qui étaient des vrais positifs. Et les 2 patients qui avaient un examen négatif, il y en a un qui a eu une exploration cervicale bilatérale. Et pour un patient, la chirurgie a été refusée finalement. Et là aussi, l'ensemble des patients a été guéris. Donc, le taux de guérison totale sur notre population de 52 patients avec follow-up, parce qu'il y a quand même quelques données manquantes, c'est que la quasi-totalité des patients étaient guéris à la sortie d'études. Il y a juste un patient dans le bras MIBI qui n'était pas guéri, et c'est très probablement parce qu'on n'a pas visualisé d'adénome parathyroïdien multiple. Donc, le profil de tolérance est excellent de la TEP choline. Donc, il n'y a aucun effet indésirable lié aux procédures d'imagerie qui a été rapporté. Et il y avait quelques effets indésirables transitoires liés à la procédure chirurgicale, mais rien de bien grave.
Et donc, vas-y, mes conclusions, et ce sont les conclusions, on va dire, de l'ensemble de ma présentation. Donc, la TEP à la colline en 1%. Donc, il y a un excellent profil de tolérance de l'utilisation de la TEP à la fluorocholine pour l'imagerie des parathyroïdes. Et donc, ça paraît peut-être un peu, on va dire, du superflu d'enregistrer tout ça, mais ça nous a été demandé parce que bon, la choline, c'est quand même une traceur qui était jusque-là sur le marché pour l'imagerie du cancer de la prostate, et donc ça concernait que les hommes. Donc, il était important de montrer que il n'y avait pas de danger à administrer la choline aux femmes. Donc, je pense que la TEP à la colline peut tout à fait remplacer la scintigraphie au MIBI. Et puis, certainement, il faut qu'on s'intéresse au coût. Et donc, dans le cadre de cette étude, il y a une analyse médico-économique en cours. Et avec cette dernière phrase, donc, j'introduis en même temps le sujet du prochain orateur. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Quack. On laisse la parole à Vincent Douze, que je suis justement sur la partie médico-économique, et merci de cette introduction. Et pour les questions, on les prendra tout à la fin, comme ça on fera. Mais il y a déjà pas mal de questions, merci. Bonjour à tous. Alors, je suis désolé, j'ai pas de caméra. J'arrive de Nîmes, mais voilà, j'espère que vous voyez bien les. Donc, moi, je m'intéresse, enfin, on m'a demandé de m'intéresser au côté médico-économique des examens qui permettent la localisation des glandes parathyroïdes hyperfonctionnelles. Alors, en première question, je me suis posé la question, mais est-ce que, c'est un point de vue médico-économique, c'est intéressant de faire une parathyroïdectomie? Alors, ben voilà, il y a une étude de surgerie en 2016 qui a pris une cohorte, patient hyperparathyroïdie primaire, un bras observationnel et un bras où on fait la chirurgie d'emblée. Le bras observationnel, tant qu'il n'y a pas de fracture, bon, il le traite pour l'hyperparathyroïdie, mais pas plus. Et quand il y a une fracture, il l'opère pour la parathyroïde, ou alors ils mettent en place des guidelines pour les complications. Et il y a un bras, donc, parathyroïdectomie, et ensuite le suivi post-parathyroïdectomie. S'il n'y a pas de fracture, ben, c'est un suivi simple. S'il y a une fracture, ben, ils prennent en charge la fracture. Donc, je qualité de vie. Donc, si vous avez 24 ans de qualité de vie, mais avec une qualité de vie altérée, ben, on va pondérer ça par un chiffre entre 0 et 1 pour qu'il va quantifier l'altération de la qualité de vie. Donc, dans cette étude-là, par exemple, ils ont pris les probabilités. Ben, on va juste regarder la probabilité d'avoir une atteinte du nerf récurrent. Bon, voilà, on a 0,5% de cas d'avoir une atteinte du récurrent. Dans les coûts, bon, on a les coûts de tous les examens dans l'étude, et notamment ben, la prise en charge d'une atteinte du nerf récurrent, ben, ça va être 11 800 $. Les échelles de qualité de vie, par exemple, donc les facteurs de pondération. Si on a fait une chirurgie normale, tout se passe bien, ben, on va affecter donc la quantité de vie. Ils ont considéré qu'il restait 24 ans à vivre à ces patients. Donc, si c'est juste une chirurgie mini-invasive qui se passe bien, on multiplie par 1. Si, par exemple, on reste dans notre altération du nerf récurrent, du nerf laryngé, eh bien, on va multiplier par 0,91. Donc, on va pondérer un petit peu, diminuer ces qualis. Donc, au final de l'étude, la parathyroïdectomie coûte moins cher et est plus efficace que le bras sans parathyroïdectomie. Donc, dans le bras parathyroïdectomie, le patient moyen, c'est 6000, on va dire 6500 $ pour une efficacité de 17,5 quali. Et le patient non opéré d'emblée, il coûte 8200 $ pour une efficacité de 17,3 quali. Donc, finalement, déjà, on fait bien de les opérer. Donc,
la décision opératoire est faite. Et maintenant, quel type de parathyroïdectomie? Est-ce qu'on fait une cervicotomie exploratoire bilatérale ou est-ce qu'on fait une chirurgie ciblée? Donc, cette étude-là, c'est sur 656 patients consécutifs. Donc, elle a commencé en 1990 et ils ont commencé à faire des scintigraphies au MBB à partir de 98. Donc, les premiers, c'est que les cervicotomies exploratrices. Et à partir de 98, en fonction des bilans d'imagerie, c'était soit chirurgie ciblée, soit cervicotomie exploratrice. Donc, voilà, ils ont 401 patients bilatérales, 205 patients chirurgie ciblée, 255 patients chirurgie ciblée. Ils ont eu 98% de guérison dans les deux groupes et un taux de complication moyen de 2,3%, 3% dans le groupe cervicotomie bilatérale et 1,2% dans le groupe chirurgie ciblée. Donc la chirurgie mini-invasive, elle a permis 50% de réduction des temps opératoires, un temps d'hospitalisation divisé par 7 et une économie moyenne à peu près de 2700 $ par procédure, soit en gros une réduction de près de 50% des frais. Donc, finalement, la parathyroïdectomie ciblée, ben, c'est médico-économiquement intéressant. La question qu'on peut se poser, c'est quel type d'examen avant pour cibler le geste chirurgical. Donc là, je vous présente une étude où ils se sont intéressés à faire donc écho et MIBI. Quels examens on fait si on a fait écho et MIBI planaire? Parce qu'en première intention, tout le monde se dit on fait écho et MIBI planaire. Et si c'est négatif, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va directement à la parathyroïdectomie bilatérale ou est-ce qu'on continue le bilan? Donc là, cette étude-là, ils ont fait écho et MIBI planaire et ils ont complété par MIBI SPECT, SPECT CT ou le scanner 4D. J'introduis une nouvelle. Alors, moi, je les ai découverts pour préparer les présentations. C'est quelque chose qui ne m'était pas du tout habituel. Donc, c'est le cost utility ratio. Donc, c'est le coût total de l'intervention. Mettons le coût total du bilan d'imagerie, par exemple par la scintigraphie, divisé par le bénéfice en quali généré par la scintigraphie. Il y a une autre notion, c'est le incremental cost utility ratio. On va pouvoir comparer deux examens. Par exemple, ça va être le coût total de l'échographie, intervention 1, moins le coût total de la scintigraphie, divisé par le bénéfice en quali de l'échographie, moins le bénéfice en quali de la scintigraphie. Donc, ça permet d'avoir l'utilité de cet examen supplémentaire. Donc, ils ont pris une cohorte des patients qui ont et la scintigraphie planaire négative et l'échographie négative. Donc, soit ils vont directement à la chirurgie bilatérale. Donc là, ils traitent 97,3% des patients. Et dans 2,7% des cas, les patients ne sont pas traités. Ils font le SPECT CT ou le scanner 4D. Bon, on va prendre le cas du SPECT CT. Ben, le SPECT CT, chez ces patients qui étaient négatifs initialement, ils ont eu des examens positifs dans 86% des cas. Ils sont allés l'opérer. Dans 99,2% des cas, c'était des vrais positifs. Et dans 0,08%, c'était un faux positif, donc qui s'est avéré non guéri après l'opération. Et dans 14% des cas, ben, le patient, l'examen de SPECT CT n'a pas montré de résultat positif, et donc il est repassé dans le bras, cervicotomie exploratrice, avec donc pareil, 97,3% de résultats à la chirurgie. Donc au final, dans les groupes, les patients qui ont le SPECT, ben, il y a eu 98,6% des cas des patients qui ont été guéris. Dans le groupe SPECT CT, 98,9% des patients qui ont été guéris par la chirurgie. Et dans le groupe scanner 4D, 99% des patients guéris. Si on ramène ça en coût, le coût de la cervicotomie exploratrice, c'est 9 578 $. Si on fait le SPECT, c'est 8 200 $, donc on gagne moins de 1 380 $ par patient. Dans le groupe SPECT CT, c'est 8 171 $, donc on gagne 1 300 $ par rapport à la cervicotomie exploratrice. Et dans le groupe scanner 4D, on gagne 1 430 $ par rapport à la cervicotomie bilatérale. Une autre étude s'est intéressée à quel type d'examen faire. Et donc là, ils se sont aussi amusés à tester le trio SPECT, ECHO, scanner 4D. Donc pareil, ils ont toute une cohorte d'hyperparathyroïdie primaire. Bon, soit ils font le classique SPECT MIBI comme on sait faire. Donc ça c'est positif, ils l'opèrent, c'est un vrai positif ou un faux positif. Soit l'examen ne localise pas et à ce moment-là, il a la cervicotomie exploratrice bilatérale. Donc c'est la même chose pour tous les bras, sauf il y a un bras écho plus MIBI. Et dans ce bras-là, si c'est positif, il va à la chirurgie. Si c'est négatif, il va au scanner 4D. Donc là, à ce moment-là, le patient a 3 examens. Si le scanner 4D est positif, ben, il va à la chirurgie. Si le scanner 4D est négatif, il va à la cervicotomie exploratrice.
il nous donne les sensibilités et spécificités des examens, les coûts des examens, les échelles donc de probabilité, parce qu'aussi on peut s'intéresser à l'hypocalcémie permanente. Mais la probabilité dans une chirurgie mini-invasive, elle est de 0,055. Dans une chirurgie bilatérale, ben, elle est deux fois, hein, 0,011. Par exemple, les coûts d'une hypocalcémie permanente, ben, c'est 850 euros dans les deux cas, hein, c'est l'hypocalcémie dans les deux cas. Et en échelle de qualité de vie, par exemple, l'hypocalcémie, vous allez pondérer la quantité de vie restante par un facteur de 0,95 pour cette qualité de vie altérée. Et tout ça, ça vous arrive à ces résultats, pardon. Donc, si on s'intéresse qu'au coût, donc alors ici, vous avez l'utilité de l'examen en quali, et ici, le coût de l'examen. Donc, la cervicotomie exploratrice, vous voyez, c'est l'examen le plus cher et quelque part le moins utile. Et dans l'ordre, donc si on s'intéresse qu'au coût, ben, c'est l'échographie, suivi du scanner 4D, suivi du trio MIBI Echo Scanner, et ensuite MIBI et Echo, le doublé Echo plus MIBI. Ça, c'est des coûts. Alors, ils ont pas mis que des points, vous avez un nuage autour des points parce qu'ils ont testé un peu en fonction des sensibilités et spécificités des examens. Et pour montrer que c'est un modèle assez robuste, que même en faisant varier les sensibilités et spécificités des examens, on restait dans ces échelles de coûts-là. Et par terme de rentabilité, ben, c'est c'est le trio MIBI Echo plus ou moins 4 scanner 4D qui est le plus rentable, avec ce fameux incremental cost utility ratio. Si on compare ce trio au MIBI Echo, eh ben, on gagne 6040 dollars par quali. Si on compare au MIBI, on gagne 2950 dollars par quali, et ainsi de suite. Si on compare au scanner 4D, on gagne 21 000 dollars par quali. Alors maintenant, quoi du TEP à la furocoline? Ben, je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc là, je vous présente une étude américaine de 2022. Donc, ils ont pris leur cohorte, donc quatre bras, soit le bras MIBISPECT. Donc, vous voyez que si c'est positif, positif. Après eux, ils ont intégré dans l'arbre décisionnel, par exemple, l'atteinte du récurrent ou les hypocalcémies. Et à chaque fois, vous avez le coût et les qualis. Donc, voilà, vous avez donc ça pour le MIBI. Si c'est négatif, il va à la cervicotomie exploratrice. L'ultrason, la même chose. Le scanner 4D, la même chose. Et enfin, le TEP à la colline, pareil. Donc, ça sera le membrane décisionnel. Leurs coûts sont ici. Donc, pour les coûts, si on regarde le coût du scanner du PET à la colline, l'examen ne se fait pas aux États-Unis. Donc, ils ont estimé un coût à 2096 dollars en prenant les coûts des TEP FDG, les coûts d'Otatoc. Enfin, ils ont fait une espèce de coupe mal taillée et ils ont considéré qu'un TEP, si ça existait aux États-Unis, le prix du TEP serait à 2096 dollars. TEP à la colline. Dans les probabilités, on revient sur par exemple l'atteinte d'une heure récurrent, ben voilà, 0,05. La quantité de vie restante, c'est 24 années. Et par exemple, regardez en Cali, si on a une atteinte d'une heure récurrent unilatérale plus une hypocalcémie, ben on va pondérer par 0,6 au lieu de 1. Donc, une fois tous ces calculs faits, ils arrivent, voilà les résultats. Le scanner 4D, le coût par patient est de 9 677 dollars. Il permet de gagner 23,89 quali et donc un coût de 405 dollars par quali. L'échographie, 415 dollars par quali. Le MIBI, un coût de 10 000, MIBI SPECT, 10 000 dollars, 23,86 quali gagnés et un coût de 430 dollars par quali. Et finalement, le TEP, vous voyez, le TEP, c'est le plus cher, c'est 11 245 dollars. Par contre, c'est le plus utile, puisque c'est avec lui qu'on a le plus de quali gagnés, de 23,91. Et son coût, donc, de 470 dollars par quali. Alors, c'est le cher et le plus utile, mais pour autant, ils ne disent pas que qu'il ne faut pas le faire. Ils se sont amusés, dans un premier temps, à jouer sur la sensibilité du TEP. Donc, ici, c'est le prix du TEP, le prix des TEP, et ils vont se dire, ben voilà, on va jouer sur la sensibilité et on va chercher à partir de quand un TEP serait rentable en première intention. La partie gauche de ce rectangle-là, c'est la zone où c'est les TEP à la colline qui sont les plus efficaces en cost effectif, qui ont le meilleur rendement.
Et la partie droite, c'est la partie zone où c'est le scanner 4D qui est le plus efficace. Donc, si on part d'une sensibilité d'un TEP à la colline de 95%, pour que le TEP soit l'examen à faire d'emblée, il faudrait qu'il coûte 528 $ pour qu'il soit le plus more cost effective. Si on lui donne une sensibilité de 100%, il faudrait que son coût soit de 678 $. Aujourd'hui, ils estiment à 2096 $. Donc, leur conclusion, c'est que le TEP à la colline versus le scanner 4D, bon, son incremental utility ratio, il est de 91 000 $ par quali. Donc, il est plus cher, il est 91 000 $ par quali par rapport au scanner 4D. Mais l'OMS a défini un seuil de coût-efficacité pour lequel on est prêt à payer, qui est à peu près de 100 000 $ par quali. Donc, pour ces auteurs-là, ils disent qu'on est en dessous, enfin, on est de l'ordre du coût de 100 000 $ par quali. Donc, cet examen, sa pertinence de l'examen peut être discutée pour faire l'examen en première intention et ne faire que cet examen d'emblée. Alors, je vais vous présenter notre petite étude locale, mais qu'on n'a pas réussi à publier, donc je vais être un peu évasif. Ce que nous avons publié dans le JNM, c'est une série de patients. On s'est appuyé là-dessus pour faire du calcul. 157 patients qui avaient une hyperparathyroïdie primaire et qui ont tous eu une échographie cervicale, un MIBI et un TEP à la colline. Et à partir de là, on a regardé la sensibilité et la spécificité des examens et on vient de monter notre arbre décisionnel, si vous voulez. Mais encore une fois, on l'a présenté à des journaux d'imagerie qui nous l'ont dit non, c'est pas notre topic. Donc, il est soumis à un journal médico-économique, donc je reste un peu évasif. Donc, voici notre arbre décisionnel. On a des patients qui ont une hyperparathyroïdie primaire. Alors, notre chirurgien, c'est l'équipe des chirurgiens d'IME du professeur Lallemand, eux, il dit, nous, on ne va pas à la chirurgie à l'aveugle, on veut faire que la chirurgie mini-invasive. Donc, tous les patients, ils ont une écho plus un MIBI et un TEP. Donc, dans notre modèle, là, on va dire sur les patients, ils ont écho plus MIBI ou TEP. Et cet examen, ils sont positifs ou négatifs. S'ils sont positifs, dans notre étude, dans 99% des cas, le TEP était positif. Ça peut être des faux positifs, mais on avait 99% de positifs. Le couple écho plus MIBI, alors nous, on a des chiffres très bas par rapport à la littérature. On n'a que 50% des cas où l'écho et le MIBI montrent la même glande parathyroïde hyperfonctionnelle. Il pouvait y en avoir un qui montait à droite ou qui montait à gauche. À ce moment-là, il n'est pas considéré comme positif. Il fallait que les deux soient concordants. Alors, est-ce qu'on a une population, est-ce qu'on les a pris plus tôt que la littérature? On ne sait pas, mais enfin, on a un chiffre assez faible, alors qu'on injecte pourtant de l'iode pour le repérage anatomique. Enfin, on avait l'impression de bien travailler, mais on a des chiffres plus bas que ce qui est publié dans la littérature. Bref. Donc, si l'examen est positif, ben, le patient va à la chirurgie. Dans le groupe des TEP, ben, on n'a que 96,5% de patients guéris qui étaient en fait des vrais positifs. Dans le couple écho plus MIBI, on a 98,6% des patients qui étaient effectivement guéris. Bon, ils sont guéris, on s'arrête là. Ensuite, on a les faux positifs, c'est-à-dire le chirurgien y a été, soit il n'a rien vu, soit il a enlevé quelque chose, mais qui n'était pas la parathyroïde. Le fait est, c'est que le patient n'est pas guéri. Donc, le patient, il rentre dans un système, un bras de surveillance médicale. Il a un traitement médical, donc on va prendre le générique, hein, pour tout ce qui est des coûts, on va prendre le générique du Sinécal 7. Il a un suivi médical, une consultation tous les 3 mois, et on refait un bilan d'imagerie à 1 an. Il y a 1 an, donc voilà, ce que je veux dire, nous, on ne rentre pas dans le mode de cervicotomie exploratrice bilatérale. C'est le chirurgien nous dit, moi, je les opère que quand c'est ciblé. Et donc, au bout d'1 an, hop, on rejoue le patient, et donc, il repasse notre moulinette, et on va refaire tourner la moulinette. Et si par contre le patient est discordant, négatif ou discordant, il passe directement dans le bras de traitement médical et on le revoit 1 an après. Donc voilà notre modèle de Markov. Le patient avec l'hyperparathyroïdie, on y fait les examens. Soit on voit quelque chose, il est opéré, il est guéri, soit il n'est pas guéri, et 1 an après, on lui refait la même batterie d'examens. Donc voilà en gros comment ça se présente. Les années sont là, le pourcentage de patients guéris. En TEP, puisqu'on a des valeurs très, très positives, des valeurs prédictives positives très importantes. En gros, en 3 itérations, on aurait traité toute notre cohorte. En écho plus Bibi, il nous faudrait à peu près 7 ou 8 itérations pour traiter toute notre cohorte. Donc ça va se ressentir sur les coûts. Pour les coûts, on prend les coûts classiques, hein, ce qu'on a donc 37 € pour l'échographie,
Le MIBI, la scintigraphie MIBI, 268, 269 euros. Le TEP, on est parti sur une base de 3000 TEP par machine, donc on a dit les 1000 premiers à temps. Enfin voilà, on a fait une coupe, donc ça revient à 772 par TEP. Le traitement, donc le traitement chirurgical, il est là. Le traitement par an par Cinecalcet, il est là. Donc on a pris le générique encore une fois. Le suivi médical tous les 3 mois, 30 euros tous les 3 mois. Et un bilan biologique aussi tous les 3 mois à 19 euros. Donc, au final, donc les coûts, je ne vous les donne pas, mais je vous les donne par oral. Donc, les patients qui sont traités dans le bras TEP à la colline, ils reviennent en moyenne à 4 500 euros. Les patients traités par le bras MIBI plus écho, ils reviennent à 8 000 euros en moyenne. Et après, donc, on s'est amusé, mais tiens, puisqu'on considère qu'on a une écho qui est de sensibilité beaucoup plus basse que la littérature, on a pris des données de méta-analyse pour faire varier les sensibilités des différents examens. Donc le TEP, on va faire varier sa sensibilité entre 0,8 et 0,99. Donc les coûts des patients qui passent par le bras TEP, ils vont passer de 5600 pour une sensibilité de 0,8 à 4500 pour une sensibilité de 0,99. Même chose avec le couple écho plus MIBI. On part de notre 0,5 à nous qui est très faible et on va jusqu'à 0,9 ici, une équipe avec des échographistes ou enfin, super entraînés. Et donc les coûts de l'écho passent de 8100 à 4200. Donc notre rectangle de tout à l'heure, ici c'est la zone où c'est le PET qui est le plus efficace, ici c'est la zone où c'est l'écho plus MIBI qui est plus efficace. Donc là on a les mêmes coûts si on a une sensibilité du TEP à 80% ou du MIBI à 70%. Donc si vous avez une sensibilité du MIBI à 70%, supérieure à 70%, alors que vous avez une sensibilité du TEP à 80%, il vaut mieux faire un écho plus MIBI. À l'inverse, si vous avez une sensibilité du TEP supérieure à 80%, il vaut mieux faire un TEP. Et de l'autre côté, ici, on aurait une sensibilité de TEP à 99%, ici, et une sensibilité éco-PBB à 87%. Donc pareil, donc là, on a fait une petite équation pour savoir s'il vaut mieux commencer par un TEP ou par une écho, quoi. Voilà. Donc ça a été permis grâce à un étudiant en médecine qui a fait un DU, Aden Mamou, qui a fait un DU du biostat, et par une économiste de la santé, Siaj Ker, c'est son métier, et qui nous fait ces modèles Markov, il nous calcule tout ça. Nos limites de notre étude, hein, c'est que nous, donc, il n'y a pas de bras cervicotomie exploratrice. En général, hein, quand un examen ne montre pas, on voit beaucoup d'études qui disent eh bien, on bascule en cervicotomie exploratrice. Nous, non, on continue à faire des examens pour toujours faire la chirurgie ciblée. Donc voilà, on peut aller jusqu'à 7. C'est hypothétique, hein, mais on fait tourner la machine ça peut aller jusqu'à 7 fois. On garde les mêmes performances à chaque itération. Alors, c'est vrai que, par exemple, nous, les TEP, on ne fait pas d'image précoce, on ne fait qu'une image à 60 minutes. Il y en a un que j'ai revu déjà 2 fois. Bon, ben, si c'est un adénome asymptotique rapide, on l'a perdu la première fois et en tout cas, on ne l'a pas revu la deuxième fois. Évidemment, ça dépend de la qualité des examens, hein, c'est surtout l'échographie qui est très observateur dépendante. Et notre étude, on n'a pas de qualité de vie puisque c'est une étude rétrospective sur notre cohorte. Donc, on n'a pas suivi, on n'a pas fait les qualis. Donc, on va attendre avec impatience l'étude que nous a montré le docteur Quack pour avoir, eux, leur étude médico-économique aussi française, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'autres études médico-économiques françaises. Il n'y en a pas. Voilà, et donc je vais laisser. Donc là, ce travail a été fait sur l'hyperparathyroïdie primaire, et je vais laisser donc l'orateur suivant nous parler de l'hyperparathyroïdie secondaire ou tertiaire. Merci, et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci, Monsieur Boudous, que c'était très clair pour un sujet qu'on ne voit pas, qui n'est pas traité tous les jours. Donc maintenant, Dr Sonia Balogova qui va nous parler d'hyperparathyroïdie secondaire. Ah bah, merci pour la parole. Si le précédent orateur arrête, partage l'écran, ce qui a déjà été fait. Donc, moi aussi, je vais partager l'écran et entre le temps, je peux vous dire à quel point j'ai le plaisir d'avoir la possibilité de partager notre expérience de l'hôpital Non dans le domaine de localisation des glandes parathyroïdes hyperfonctionnelles en cas d'hyperparathyroïdie secondaire. Voilà. La fluorocholine, c'est le produit radiopharmaceutique
pour utilisation avec la tête que nous connaissons déjà très, très bien. Déjà depuis plus que 10 ans, la fluorocholine est approuvée pour utilisation routine en cancer de la prostate et le cancer hépatocellulaire. Et tout récemment, la fluorocholine a été approuvée pour usage routine en hyperparathyroïdie pour la localisation des glandes parathyroïdes hyperfonctionnelles en cas d'hyperparathyroïdie avérée. Juste pour rappel, la posologie est la même que pour le cancer hépatocellulaire et pour le cancer de la prostate. L'acquisition statique est recommandée de la tête de cou et du thorax. Selon certaines équipes, 5 et 60 minutes après injection. Dans notre expérience, nous recommandons plutôt 20 minutes après injection et 60 et 90 minutes en cas de non-visualisation à 20 minutes ou l'acquisition des images du corps entier selon les antécédents du patient ou en cas de découverte fortuite. La dose efficace est très acceptable et la seule contre-indication de l'utilisation de la fluorocholine est l'hypersensibilité à la substance active ou des excipients et la grossesse. Donc, pas de contre-indication chez des enfants, par exemple. Voilà. Donc, pour continuer. Que c'est l'hyperparathyroïdie secondaire? L'hyperparathyroïdie secondaire est induite par une carence en calcium et peut être observée en particulier en cas de carence sévère en vitamine D, en cas du traitement à long terme au lithium ou au magnésium, après quelques cycles de sunitinib en première ligne, en cas de malnutrition, maladie cœliaque ou maladie de Crohn, mais le plus souvent, l'hyperparathyroïdie secondaire est observée en cas de l'insuffisance rénale chronique ou maladie rénale chronique. Au cours du développement de la maladie rénale chronique, on voit que l'hyperparathyroïdie fait partie intégrale du tableau clinique comme hypertension. Donc, cette maladie endocrine est assez souvent. Par contre, le patient qui souffre d'une maladie rénale chronique, il peut être atteint d'une hyperparathyroïdie primaire, secondaire ou tertiaire. La distinction de l'hyperparathyroïdie première, secondaire ou tertiaire chez ces malades n'est pas uniquement académique, parce que en cas d'une hyperparathyroïdie primaire, un seul adénome est recherché. En cas d'une hyperparathyroïdie secondaire, on recherche une hyperplasie multiglandulaire et en cas d'hyperparathyroïdie tertiaire ou persistante après guérison de la maladie rénale chronique, la sécrétion autonome de PTH avec hypercalcémie persiste malgré la disparition de la cause de l'hyperpara secondaire. Il faut choisir entre parathyroïdectomie totale, subtotale ou limitée. Selon notre expérience, l'hyperpara dans maladie rénale chronique grade 2 ou 3, avec une augmentation modérée de la concentration série de PTH, le plus souvent due à une hyperpara primaire, une affection qui n'est pas rare chez des personnes âgées. Deux exemples des cas des patients atteints d'une hyperpara primaire, maladie rénale chronique. Dans ce cas-là, on voit le patient atteint d'une maladie rénale chronique de grade 3A. On voit clairement et franchement très bien un foyer de fixation de la choline en dessous du pôle inférieur du lobe droit de la thyroïde. Ce foyer a été resséqué et correspondait à P3 droite qui était bien visible. En ce qui concerne l'hyperpara tertiaire, voici un exemple d'un patient après 18 mois après transplantation qui a été précédé par dialyse pendant 10 mois. On voit un foyer franc au niveau de la parathyroïde droite, parathyroïde gauche, et un foyer douteux dans le médiastin. La cervicotomie, un adénome de P4 gauche a été retiré et aucun autre foyer a été trouvé dans le cou. 3 ans plus tard, le patient était considéré comme guéri. Sa calcémie a été normale, mais
la concentration sérique du PTH a été un tout petit peu augmentée. Ce qui est tout à fait normal parce que l'objectif de la chirurgie pour hyperparatertiaire, c'est pas une PTHémie normale, mais une calcémie normale au moins 6 mois après l'opération, ce qui a été observé dans notre cas. Et donc l'indication de parathyroïdectomie chez des patientes hémodialysées. Dans la première ligne, il n'y a aucun traitement, juste observation. Si la PTHémie et calcémie est vraiment augmentée, on commence par le traitement médicamenteux. Et si ça ne marche pas, on continue avec la chirurgie. Et pour cette chirurgie, il est toujours bien utile d'avoir la bonne localisation des glandes parathyroïdes hyperfonctionnelles. En ce qui concerne la décision du traitement médicamenteux versus chirurgie, dans l'étude EVOLVE, l'hypocalcémie et les événements indésirables gastro-intestinaux étaient significativement plus fréquents chez des patients traités par Cinacalcet que chez des patients recevant placebo. Dans une analyse de l'intention de traiter non ajustée, le Cinacalcet n'a pas réduit significativement le risque de décès ou des événements cardiovasculaires majeurs chez des patients hémodialysés atteints d'une hyperpara secondaire modérée et sévère. À l'envers, la parathyroïdectomie est associée à morbidité importante. Selon une étude de cohorte sur plus que 4000 malades, 2% des patients ont décédé pendant l'hospitalisation pour parathyroïdectomie et dans 30 jours qui suivent leur sortie. Durant cette période, plus que 20% des patients ont été réhospitalisés et presque 30% des patientes ont nécessité des soins intensifs. Donc, il faut toujours bien réfléchir, opérer ou pas opérer des patients atteints d'une hyperpara secondaire. Effectivement, des patients qui sont atteints d'une maladie rénale chronique sont vraiment malades et ce qui compte le plus, c'est la qualité de vie. Une méta-analyse des études qui ont comparé la qualité de vie chez des patients qui ont été traités par des médicaments versus des patients qui ont été traités par la chirurgie a démontré que la thyroïdectomie a amélioré la qualité de vie des patients traités pour une hyperpara liée à une maladie rénale chronique de grade 5, contrairement au Cinacalcet. Mais la différence d'impact entre la chirurgie et le Cinacalcet sur la qualité de vie n'a pas été comparée directement. Alors, quel est donc le rôle d'imagerie préopératoire de l'hyperpara secondaire rénale? En fait, l'imagerie préopératoire avant une première parathyroïdectomie pour hyperpara secondaire reste controversée, car une exploration bilatérale du cou est nécessaire pour l'identification de toutes les glandes anormales. Cependant, une localisation préopératoire précise des glandes parathyroïdes anormales peut guider le chirurgien pour une intervention plus rapide et plus appropriée. En outre, il peut être utile de détecter des glandes surnuméraires ou ectopiques, ou il est très utile de détecter la présence des variations anatomiques, comme par exemple artère lusoria, une variante anatomique rare qui augmente considérablement le risque de lésions nerveuses lors d'une chirurgie du cou. En même temps, la sensibilité et la spécificité conventionnelles sont limitées chez les patients atteints de néphropathie chronique. Dans les séries de patients atteints de l'hyperpara secondaire ou tertiaire, la teptédème à la choline a démontré une meilleure performance diagnostique en comparaison avec la temtédème. Et la combinaison de la teptédème à la choline et de l'échographie du cou peut permettre une meilleure planification chirurgicale chez ces patients. Si on compare la performance de la teptédème à la choline dans hyperpara secondaire et tertiaire, la performance diagnostique de cette méthode est meilleure en cas d'hyperpara tertiaire. Néanmoins, ça marche aussi très très bien en hyperpara secondaire, comme sera documenté par des cas cliniques. En fait, il y a 4 points à considérer lors d'interprétation des images de la teptédème à la choline dans la situation préopératoire de l'hyperpara secondaire.
Le premier point, c'est localisation anatomique des glandes parathyroïdes, comme sera documenté par cas numéro 3, 4 et 5. Il faut considérer la fixation ganglionnaire non spécifique de la colline, comme sera documenté par cas numéro 6. Il faut considérer la fixation thyroïdienne, comme documenté par cas numéro 7, et des foyers osseux, comme sera documenté par cas numéro 8. Le point à considérer numéro 1, localisation des glandes parathyroïdes. Nous avons le malade hémodialysé depuis 18 ans, souvent d'une hyperparose secondaire. On voit très bien que toutes les 4 glandes parathyroïdes ont été localisées. La raison pourquoi je montre ce cas, c'est le fait que même dans la situation orthotopique, des glandes parathyroïdes peuvent être localisées dans le même plan transversal, d'où l'intérêt de l'imagerie tomographique par rapport à scintigraphie planaire. Juste un petit rappel de embryologie. Des glandes parathyroïdes supérieures sont localisées plus dorsales, plus postérieures que des glandes parathyroïdes inférieures. Ici, on voit des 4 glandes parathyroïdes localisées, des P4 droite-gauche et P3 droite et gauche. La fixation de la colline a été la plus faible dans P4 droite. La chirurgie a été faite chez ce patient. Les 3 glandes ont été retirées. P4 gauche était restée sur place et visiblement, au cours du temps, elle a augmenté en intensité de la fixation de la colline. Ça, c'est le développement normal de la maladie parce que comme hypocalcémie, comme la stimulation de parathyroïde continue, vraiment, cette glande parathyroïde continue à progresser au niveau du métabolisme et au niveau de la taille. La deuxième chirurgie a été faite. La plupart de P4 droite a été retirée et il n'y avait pas de récidive après 1 an. Avant première chirurgie en hyperparose secondaire, l'imagerie reste controversée. Par contre, l'imagerie est maintenant considérée comme nécessaire avant la réintervention en cas de l'hyperpara secondaire persistante après parathyroïdectomie initiale. Habituellement, là où les glandes responsables de la récidive sont retrouvées en TEPTDM à la colline, probablement parce qu'elles sont surstimulées après ablation d'autres glandes. Le cas numéro 4, glande classique, localisation ectopique d'une glande parathyroïde. Nous avons un cas du patient avec des récidives multiples de HPT après greffe rénale avec HPT qui persiste. La TEPTDM à la colline a été faite et localisée parathyroïde droite ectopique qui a été retirée par thoracotomie et l'histologie a confirmé une parathyroïde hyperplasique. On voit très bien hyperparaplésique. Le cas numéro 5, toujours localisation anatomique des glandes parathyroïdes. Nous avons le cas du patient avec HPT qui a persisté 8 mois après transplantation. Selon des résultats d'une scintigraphie au mi-biéliode et d'une échographie préalable, les 2 parathyroïdes gauches ont été retirés. Mais la PTHMI restait très élevée, la calcémie aussi. Donc, la TEPTDM à la colline a été faite 6 semaines après la première chirurgie. On voit très bien un foyer du médiastin supérieur qui était faux négatif en scintigraphie. Et la deuxième parathyroïdectomie a été faite par cervicotomie et a trouvé une parathyroïde hyperplasique. En fait, la scintigraphie parathyroïdienne, même si positive, elle peut ne pas être satisfaisante avant la chirurgie cervicale, en particulier chez les patients atteints d'une maladie multiglandulaire, suggérant la nécessité de nouveaux algorithmes d'imagerie préopératoire qui vont inclure TEPTDM à la colline. Mais malgré cette opération, HPT persiste. Donc, la
Une autre TEP-TDM a été faite et a localisé un foyer ectopique derrière oropharynx à droite de l'épiglotte. Rétrospectivement, ce foyer était visible sur la TEP précédente, comme je vais montrer sur les coupes. Ce foyer a déjà été présent lors de la TEP-TDM avant, mais n'a pas été considéré. Et après la chirurgie, après la parathyroïdectomie de cette glande parathyroïde, cette lésion a augmenté l'intensité de fixation. Alors, une autre chirurgie a été faite et le patient va être guéri. Le cas numéro 6, point à considérer numéro 2, la fixation ganglionnaire non spécifique de la colline. Effectivement, parfois, la fixation non spécifique de la colline peut présenter des problèmes lors d'interprétation des images des glandes parathyroïdes. Nous avons un patient qui a été hémodialysé avec VIH. Sur la TEP-TDM, on voit très bien plusieurs foyers intrathoraciques. Aussi, on voit P4 gauche et droite marqués par flèche bleue et P3 droite marquée par flèche rouge. La parathyroïdectomie partielle de P3 droite et P4 gauche a été faite. P4 droite était visualisée, elle est en place, et P3 gauche n'a pas été trouvée. Qu'est-ce qui est devenu dans le suivi? Après 8 mois, l'hyperpara persistait et la deuxième TEP-TDM à la colline a été faite. Cette fois-ci, on voit très bien P4 droite marqué par flèche bleue et un foyer cervical gauche intense de nature équivoque, marqué par flèche vert. Peut-être qu'il s'agissait d'un ganglion lymphatique ou d'une parathyroïde. De toute façon, une nouvelle chirurgie a été faite, cette fois-ci sur P4 droite, et évidemment, l'hyperpara a persisté même après ce geste chirurgical. Une troisième TEP-TDM à la colline a été faite, et on voit toujours très bien la persistance du foyer cervical gauche marqué par flèche vert. Et cette fois-ci, cet examen a été interprété en faveur d'une parathyroïde dans cette localisation. Le patient a été opéré à nouveau et une diminution de PTH-chimie a été observée. Point à considérer numéro 3, fixation thyroïdienne de la fluorocholine. Le cas numéro 7, le patient avant transplantation rénale. PTH-chimie élevée et calcémie aussi. Dans les antécédents, il y avait une thyroïdectomie totale il y a 32 ans. Sur la TEP-TDM à la colline, on voit un foyer franc à gauche marqué par flèche bleue, et un foyer moins intense à droite marqué par flèche rouge. L'interprétation était difficile. On peut dire soit ce sont des deux glandes parathyroïdes, soit glande parathyroïde et quelque chose d'autre. Et ici, c'est la scintigraphie thyroïdienne à l'iode qui nous a aidés. Parce qu'ici, on voit très bien le tissu résiduel de la thyroïde, marqué par flèche rouge, comme la source de fixation non spécifique de la colline. En fait, la thyroïdectomie ou hémithyroïdectomie est assez fréquente chez des patientes souffrant d'une HPT. Donc, la scintigraphie à l'iode est très utile avant la TEP à la colline, surtout chez ces patients pour identifier bien le tissu résiduel de la thyroïde et le tissu de la glande parathyroïde. Pour finir, le cas numéro 8 est le point à considérer numéro 4 des foyers osseux. Nous avons le patient qui a été hémodialysé depuis 8 ans avec rejet de deux greffes rénales. Après plusieurs chirurgies pour hyperparathyroïdie, la TEP-TDM à la colline montre une parathyroïde inférieure droite, marquée par flèche rouge, mais de nombreux foyers du squelette ostéolytique en TDM et athérosclérose généralisée. Je profite de ces cas pour démontrer le fait qu'il est recommandé de activement chercher pour athérosclérose chez des insuffisants rénaux. Et en TEP-TDM, on peut le faire très bien parce qu'on voit bien athérosclérose des grandes artères.
Devant ces multiples lésions lithiques dans le squelette, on peut se poser la question d'étiologie. Soit elles peuvent correspondre à des métastases, soit à quelque chose d'autre. Tout d'abord, on ne voit pas le cancer primitif. Après la chirurgie pour l'hyperparathyroïdie, la PTHMI a diminué et des lésions osseuses ont sclérotisé, ce qui était en faveur des tumeurs brunes. Mais parfois, il peut être très difficile de distinguer des tumeurs brunes par exemple, des métastases. En fait, des foyers osseux ostéolytiques étendus sur la teptédème à la colline peuvent être dus aux métastases d'un cancer ostéophile inconnu, notamment cancer de la prostate, par exemple, mais chez ce patient, on ne voyait pas le cancer primitif. Au myélome, qui a été exclu sur le plan biologique dans le cas numéro 8, et dû aux tumeurs brunes qui doivent être évoquées vu d'un long historique de la maladie rénale chronique sous hémodialyse. Des tumeurs brunes fixent la colline et FDG aussi, et leur activité métabolique est réduite lorsque l'HPT est guéri. Il faut donc toujours analyser tout le champ visualisé, même si une fixation non spécifique ganglionnaire est évidente. Toutes les fenêtres doivent être utilisées en TDM, y compris la fenêtre osseuse. En cas de lésion osseuse ostéolytique positive en F-choline multifocale, des tumeurs brunes sont envisageables et des informations pertinentes sur les calcifications cardiovasculaires peuvent être obtenues par TDM, même à faible dose. Pour conclure, la fluorocholine a été récemment approuvée pour usage routine en hyperparathyroïdie pour localisation des glandes parathyroïdes hyperfonctionnelles en cas d'hyperparathyroïdie avérée. La teptédème à la choline avec sa meilleure performance, la procédure d'imagerie plus simple, globalement moins de 30 minutes, pourrait remplacer la scintigraphie conventionnelle au MIBIM dans la détection des glandes parathyroïdes, soit adénome, soit hyperplasie. Et dans la situation difficile de l'hyperparase secondaire rénale, localisation des glandes les plus actives, surnuméraires ou ectopiques, ou de la présence des conditions anatomiques spécifiques peut permettre optimisation de la prise en charge chirurgicale. Tout ça me mène à la fin de ma présentation et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Balogova. Il y a quand même beaucoup de questions, donc je vais les prendre une par une. Je vais les poser. Je vous les pose. Alors, les premières sont plutôt pour Fernand Cardon. Et notamment, est-ce que les progrès de l'imagerie permettent de réduire le nombre de chirurgies invasives? Ah oui, oui, maintenant on fait quand même beaucoup plus en proportion. On va dire dans 90% des cas, on fait plutôt la chirurgie minimale invasive. On a la localisation de l'adénome qui est précis et avec des résultats qui sont vraiment meilleurs puisque on a une localisation précise anatomique, donc on va directement se porter sur cette zone-là au niveau chirurgical avec des temps opératoires qui sont très réduits. Voilà, c'est des fois on est de l'ordre d'une quinzaine de minutes pour faire l'intervention. Donc c'est vrai que D'accord. maintenant on est sur cet ordre d'idée en tout cas de chirurgie et de temps opératoire. Ok. Avec des complications aussi très réduites, du coup. Parce qu'on a une zone de dissection qui est très réduite à la zone ciblée sur l'imagerie. Ciblée est très précise, beaucoup plus précise. Mm. Et une autre question, alors, qui est très courte, c'est détection PEROP, point d'interrogation. Ah, j'en ai pas parlé effectivement. Maintenant, il y a quelques centres qui commencent à développer la détection péropératoire par l'autofluorescence des parathyroïdes avec une caméra fluoptique qui permet de voir justement, de repérer plus facilement les parathyroïdes et les adénomes. Après, c'est vrai que sur des adénomes de l'ordre du centimètre, voire plus, on arrive à les repérer facilement.
C'est vrai que dans les maladies multiglandulaires où les glandes peuvent être un peu plus grosses, mais pas forcément toujours facilement repérables, ça peut être une aide aussi. Mais il y a beaucoup de publications qui sont de plus en plus développées sur ce type d'imagerie. Ça nécessite d'avoir quand même une courbe d'apprentissage, puisque c'est pas évident de repérer la glande, sa vascularisation quand on injecte aussi de la fluorescéine opératoire qui va plutôt aider à repérer la vascularisation de la glande pour la préserver quand on fait une chirurgie de la thyroïde, pas forcément pour faire une chirurgie de la parathyroïde. Ok. Question pour Madame Quack. Quel protocole pour la Saint-Imibi dans l'étude à page 2? Alors, c'était le protocole dual phase. Donc, c'était pareil pour les 3 centres qui ont réalisé l'imagerie. Donc, c'était injection de 740 mégabecquerels de MIBI, une image précoce pinhole centrée sur la loge thyroïdienne, puis une image tardive SPECT-CT à 90 minutes. D'accord. Et pareil, protocole tête colline, image précoce, tardive ou les deux? Alors, dans l'étude à page 2, on a réalisé deux temps. On a fait 10 minutes post-injection et 60 minutes post-injection. Et pour l'étude que je viens de vous présenter, les résultats que je vous présente, c'est 60 minutes post-injection. Donc, les imageries à 10 minutes n'ont pas encore été lues. Et donc, on va pouvoir faire la comparaison 10 versus 60 minutes. Je n'ai pas les 20 minutes qui ont été mentionnées par Sonia Balagova. Par contre, j'ai épluché la littérature pour une présentation que j'avais à faire à l'ENM. Et il en sortait qu'il est préférable de faire 60 minutes parce qu'au temps précoce, on peut être gêné et par la thyroïde et par une captation vasculaire, encore très important. Et il y a des grands vaisseaux qui passent vraiment juste à côté des parathyroïdes. Donc, s'il faut choisir, je pense qu'il faut pour l'instant privilégier les 60 minutes post-injection. Ok. Peut-être une réaction, Dr Balagova? En fait, aucune réaction particulière. J'ai attentivement analysé la littérature et vraiment, des protocoles que je viens de citer viennent de la littérature. Donc, dans la plupart des équipes, c'était fait 5, 60 minutes, parfois des acquisitions dynamiques, mais toujours à 60 minutes, on ne gâche rien si on fait une acquisition tardive, on peut voir ça. Mais en général, la fixation de la colline diminue au cours du temps, dans notre expérience. Donc, si on fait acquisition à 20 minutes, par exemple, la fixation à 60 minutes est plus basse, mais le bruit de fond est moins important. Donc, ça dépend surtout de l'expérience de chaque équipe, comment faire cet examen. D'accord, merci. Une question par rapport à page 2. Quels critères de guérison biologique avez-vous choisi en termes de calcémie et parathormone? Alors, donc, on a choisi une normalisation de la calcémie à 1 mois post-chirurgie et donc une calcémie inférieure ou pareil à 2,55 millimoles par litre. Ok, d'accord. Et une autre question, comment surveiller une hyperparathyroïdie primaire en post-opératoire et le rythme de suivi biologique et radiologique? C'est pour comment- alors, ça dépend, je pense, des centres. Nous, on fait après la chirurgie déjà un dosage de la parathormone sanguine précoce, c'est-à-dire dans les 3-4 heures qui suivent la chirurgie, déjà pour voilà, confirmer qu'on a bien retiré l'adénome, même si macroscopiquement, on n'a pas trop de doutes. On a quand même ce chiffre-là qui nous permet d'avoir une référence post-opératoire assez précoce pour le suivi. La plupart du temps, quand même, la PTH est effondrée hein, en post-opératoire. Et on faisait, notamment dans le cadre d'APAGE, mais même de manière standard dans notre centre, le dosage de la calcémie et de la PTH à 1 mois et à 6 mois. D'accord. Voilà. Ok. J'ai une autre question sur les indications opératoires selon les recommandations actuelles. Après, dans ce que j'ai montré, j'ai regardé un petit peu, j'ai refait le point un peu hier. Alors, à moins que j'ai peut-être loupé des choses. Déjà, nous, on passe les dossiers de manière systématique en RCP.
pour discuter des cas. Et puis voilà, on suit surtout voilà, les patients qui sont asymptomatiques la plupart du temps ou avec des chiffres biologiques qui sont pas très importants. On a tendance à plutôt les surveiller. Après, tout dépend de l'âge, bien sûr, mais après, je sais pas s'il y a d'autres remarques pour d'autres pratiques dans d'autres centres. Visiblement, il y a des centres où ils veulent absolument avoir une imagerie qui localise pour pas faire de chirurgie cervicale bilatérale. Donc, je pense que ça diffère un petit peu aussi. Nous, on Merci, va Antoine. plutôt avoir tendance à faire effectivement, si on peut, la chirurgie minimale invasive et puis convertir dès qu'on peut, si on trouve pas l'adénome, dans la localisation attendue ou en tout cas étendre notre geste d'emblée. Ok. Et là, c'est un commentaire tiré d'injecter le scanner pour le caractère hypervasculaire des adénomes et pour se sensibiliser sur les adénomes peu fixants et limiter les faux positifs avec les ganglions inflammatoires. Je ne sais pas si vous avez une réaction. Ah, L'intérêt d'injecter. nous, on n'injecte pas, mais c'est sûr qu'il y a des équipes qui le font. Je pense que c'est un peu au goût local. C'est sûr qu'il y a des cas de patients où ça paraît utile. Euh, Après, c'est sûr que il y a des patients avec quelques ganglions, mais c'est pas non plus les maladies, on va dire, infectieuses qui touchent la région cervicale, sont pas non plus endémiques ici, comme dans d'autres régions du monde. Après, il y a un article, une méta-analyse qui traite cette question et finalement, il n'y a pas d'apport significatif de l'injection de produits de contraste. D'accord. Ok. Nous, on anime, on injecte. Dès qu'il n'y a pas de contre-indication, on injecte, que ce soit la Senti ou le TEP. Mais je ne peux pas dire si on améliore particulièrement de performance, quoi. Et une dernière question. Pourquoi ne pas comparer la tepcoline à la scintille double isotope iode 123? Ah, refaire à page 2, mais avec l'autre protocole de Senti. C'est ça. Je pense qu'il y a peu d'arguments pour faire ça. Finalement, il n'y a aucune étude qui montre qu'un protocole est meilleur que l'autre. En plus, je veux dire, si on fait ça, l'argument de faire la TEP est encore plus pertinent parce que la scintille double isotope est plus pénible pour le patient. C'est probablement plus coûteux aussi. Donc, personnellement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire ça et je pense qu'on peut tout de suite passer à la tepcoline, surtout qu'il y a depuis quelques jours l'AMM. Ok, très bien, merci. Et une dernière, c'est la dernière, j'essaie de tout passer. Pourquoi la guérison à 1 mois et pas à 6 mois? Oui, normalement, dans les guidelines, c'est plutôt 6 mois, hein. On a pris 1 mois parce que, bah, comme dans toutes les études et même dans la vraie vie, les gens ne font pas forcément ce qu'on leur dit de faire. Donc, il y a un peu de lost to follow-up. Et puis, donc on a choisi la calcémie à 1 mois. Chez tous les patients qui se sont présentés à 6 mois, on a tous ceux qui étaient normocalcémiques à 1 mois l'étaient aussi à 6 mois. Donc, je pense qu'on peut utiliser la calcémie à 1 mois, au moins dans le cadre de cette étude. Super. Et merci beaucoup de ces très jolies présentations, ces réponses à ces questions qui étaient nombreuses. Et on voit que c'est un sujet qui passionne, qui suscite beaucoup de questions et d'intérêt. Donc, merci à tous. Que ce webinaire sera en replay à partir de demain après-midi et je ferai un envoi systématique la semaine prochaine que tout le monde puisse le regarder tranquillement quand il aura un petit peu de temps ou le regarder de nouveau. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci.